Lorsque Nandi quitte les Langueni, elle ne part pas en femme vaincue, mais en mère qui refuse de laisser le destin écrire à sa place. Elle marche avec son fils, encore jeune mais déjà marqué par les cicatrices de l'humiliation, à travers plaines, sentiers et rivières. Elle avance, guidée par cette intuition inexplicable que possèdent les femmes qui protègent. Quelque part, il existe un lieu où son enfant pourra enfin respirer. Ce lieu, elle le trouve chez les Metetua. Leur chef, Dingiswayo, est un homme que la vie a sculpté autrement. Il a lui aussi connu l'exil, les ennemis, la trahison. Mais au lieu de revenir amer, il est revenu transformé. Il a voyagé, observé d'autres peuples, découvert d'autres façons de gouverner. Il ne croit pas qu'un chef doit seulement inspirer la peur. Il croit qu'il doit inspirer l'ordre. Sous sa conduite, les Mtetwa deviennent un peuple plus structuré, plus lucide, presque en avance sur leur époque. Quand Shaka arrive chez eux, ce n'est pas un prince, mais un adolescent maigre, silencieux, farouche. Il n'a rien d'un héros, rien d'un chef. Pourtant, dès les premiers jours, Dingiswayo remarque chez lui une intensité particulière. Cette intensité n'appartient pas aux enfants protégés. Elle appartient à ceux qui ont dû apprendre à comprendre le monde pour survivre. Shaka est intégré dans un impi, un régiment de jeunes guerriers. Là, il découvre une discipline qu'il n'avait jamais connue, les réveils avant l'aube, les exercices interminables, l'apprentissage du bouclier, de la lance, de la coordination. Dans cette vie-là, rien n'est laissé au hasard. On ne se bat pas pour impressionner, on se bat pour vivre. Les autres jeunes le regardent parfois comme un étranger. Il parle peu, il rit peu, il ne cherche pas d'amis, mais il remarque vite quelque chose. Il ne fatigue jamais en premier, il n'abandonne jamais. Et surtout, il observe. Il regarde comment une ligne se désorganise, comment un guerrier hésite, comment la poussière peut masquer un mouvement, comment la peur peut gagner un groupe avant même le premier coup. Dingiswayo voit cela, il voit le regard, ce regard qui, au combat, pèse plus que la force, ce regard qui analyse, qui anticipe, qui calcule. Il sait que Shaka n'est pas seulement un garçon en quête d'acceptation, c'est un esprit en train de se révéler. Sous l'autorité de Dingiswayo, Shaka vit pour la première fois dans un monde où la valeur d'un homme ne dépend pas de sa naissance. Ici, ce qui compte n'est pas le nom que l'on porte, mais ce que l'on est capable de donner. Et cela, c'est un langage que Shaka comprend. Les années passent, Shaka gagne en force, en précision, en endurance. Il commence à imposer son style sans même s'en rendre compte. Lorsque les jeunes s'entraînent, il se place différemment, il ajuste son bouclier autrement, il avance lorsqu'on recule, il serre ses rangs alors que les autres s'éparpillent. Rien de cela n'est spectaculaire, c'est subtil, c'est discret.